venez de publier chez Très Daniel Le Soleil est-il conscient? Vous avez été journaliste à Libération, vous avez contribué au magazine Actuel dans les années 70-2000, vous avez été rédacteur en chef des Nouvelles Clés, magazine spiritualité, et aujourd'hui, vous publiez une mosaïque d'expériences, de témoignages sur les différentes consciences. On va commencer par les consciences animales. Alors, Paul Spong, c'était un zoopsychiatre, oui. Et on lui avait confié, au Siquarium de Vancouver, on lui avait confié, euh, comment dire, l'apprivoisement une jeune orque adolescente qui, qui devait peser seulement 800 kilos, et, mais qui avait des dents grandes comme ça. Et et qui était un peu nerveuse parce que ça ne faisait pas très longtemps qu'elle avait été achetée par, par ce siquarium et voilà, et le zoopsychiatre était chargé de trouver comment l'apprivoiser en quelque sorte. Et alors, Paul Spong, c'est quelqu'un qui, comme Jim Nolman, joue de la musique. Alors lui, il jouait de la flûte en se mettant les pieds dans l'eau, oui, du grand bassin où était cette orque. Et, et il avait tout de suite remarqué que ça l'intéressait, l'orque. Ça l'intéressait, cette musique. Et elle s'approchait de lui, elle s'approchait, elle tournait. Et... Mais alors, chaque fois, ça se passait de la même manière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle s'approchait tellement près de lui, en ouvrant la bouche, alors que lui, il avait ses pieds qui trempaient dans le bassin. Il ne pouvait pas s'empêcher de retirer les pieds parce que quand même la bouche d'une orque, c'est énorme, les dents, un peu les dents de la mer, même si c'était pas un requin. Et puis ça, ce manège s'est reproduit plusieurs fois. euh, et à un moment donné, tout d'un coup, il s'est dit, mais je, il a eu une intuition, mais il s'est dit, je devrais garder mes pieds dans l'eau. Et alors, il s'est passé une chose incroyable qui allait changer sa vie, c'est que l'orque, donc Scana, comme elle s'appelait, enfin comment les humains l'avaient appelée, Scana a pris les pieds de Paul Spong dans sa gueule, elle a refermé les dents tout doucement, jusqu'à effleurer la peau des pieds, et puis elle a remué comme ça de droite à gauche, comme pour gratter les pieds, et puis elle a rouvert la bouche et elle s'est reculée, comme pour constater ce qui se passait. Et ce qui se passait, eh ben, ça a été une explosion dans la tête du bonhomme parce que il s'est rendu compte que, alors qu'il était lui chargé de l'apprivoiser, il s'était passé en quelque sorte l'inverse, c'est-à-dire que cette, ce dauphin géant, les orques sont des dauphins géants, ce dauphin géant s'apercevant que cet homme avait peur des dents, eh bien, elle lui a montré qu'il n'avait pas à avoir peur, qu'elle ne lui ferait pas de mal, et elle a juste frotté tout doucement. Alors, parlons un peu de Donnie, le dauphin ambassadeur qui a passé 20 ans de danse en mer avec Frédéric Pichard. Les dauphins ambassadeurs, maintenant, beaucoup de gens savent ce que c'est. Ce sont des dauphins qui, pour des raisons qui ne sont pas toujours les mêmes, qui ne sont pas forcément expliquées, cherchent le contact des humains. Euh, alors, mon ami Frédéric Pichard, depuis longtemps, rêvait de rencontrer des dauphins libres. Et parce elle était guide touristique au début, elle avait eu à accompagner des touristes dans différents siquariums aussi, des grands bassins, et ça lui faisait mal au cœur, ces dauphins prisonniers qui sont comme le symbole de la liberté, mais liberté très 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 surveillée dans les bassins. Et, et puis un jour, c'est arrivé. Et euh, très vite, avec Frédéric, il va y avoir comme un lien télépathique, on pourrait dire,
parce que euh, elle va le rencontrer très très peu, là, la première fois, mais elle lui donne en quelque sorte rendez-vous et, et ça va marcher. Et ça va marcher. Et je dois dire que quand moi j'ai fait la connaissance de Frédéric, quand j'ai fait la connaissance de Frédéric, elle vivait en Sologne, donc au sud d'Orléans, et quelquefois ça lui arrivait de dire ah, Denis m'attend demain dans tel crique de la côte vendéenne, et elle y allait et il était là. Que, évidemment, le dauphin ambassadeur, il est quelque part, il est un cas spécial parce il ne rejoint ses congénères que occasionnellement. Quelquefois, pas du tout. Mais enfin, dans le cas de Donny, par exemple, Donny, le dauphin de la côte vendéenne, eh bien, il lui arrive de revenir avec une bande de copains qu'il présente en quelque sorte à Frédéric, qui en est toute contente. On passe aux consciences végétales. On va parler de la musique des fougères qui soignent le cheval. J'aimerais bien que, quelque part, on essaie d'en savoir plus sur la musique et les plantes. Ce qui m'a étonné, c'est la conscience des végétaux. C'est ce qu'on peut appeler une conscience végétale. Et euh, là, je dois dire que j'ai- plusieurs chercheurs de très grands talents m'ont stupéfait, euh, notamment le couple Jean et Frédéric Tauby. Ce sont des pépiniéristes musiciens. Pépiniéristes depuis plusieurs générations, musiciens, ça c'est nouveau. Et eux, ils mélangent les deux et ils ont inventé le terme musiniériste. Et ces musiniéristes font des découvertes absolument sensationnelles. Moi, j'avais entendu dire que les plantes aiment bien certaines musiques, par exemple que les plantes préfèrent du Mozart à du rock and roll. Voilà, c'est comme ça. Mais alors, ce que, alors, un exemple tout simple, parce qu'il y a des exemples beaucoup plus sophistiqués, mais il y a un exemple tout simple, c'est il, on capte l'activité électrique d'une plante, parce qu'une plante, comme tout être vivant, elle a une activité électrique. On la capte tout simplement avec deux électrodes, une sur le tronc ou les feuilles et une sur une racine. Et puis ça donne un courant électrique que l'on peut amener à un synthétiseur de musique et il en sort des sons que nous, humains, nous appelons musique et que la plante, la plante, qu'est-ce que c'est pour la plante? Ce qui est sûr, c'est qu'elle répond, la plante. C'est-à-dire que si la musique, si sur le synthé, vous mettez trompette, ça va peut-être pas l'intéresser trop et son activité va baisser. Si vous mettez sur piano, peut-être, ça va lui plaire et alors à ce moment-là, son activité va se développer. Donc, quelque part, il y a une interaction entre la musique qu'on arrive à tirer de son activité électrique et alors, cette musique, cette activité électrique transformée en musique, elle a des vertus incroyables, incroyables. Elle peut guérir. Et l'exemple euh, qui vous a frappé, je crois, dans mon livre, c'est l'exemple de ces deux chevaux suisses qui étaient très malades dans un haras suisse dont je donne le nom. Euh, Deux chevaux, un vieux champion et une jeune jument étaient tellement malades, on ne pouvait plus les approcher, ils étaient même devenus dangereux, on allait être obligé de les euthanasier, de les abattre. Et puis par chance, l'entraîneur de ces chevaux apprend l'existence des musiniéristes, Jean et Frédéric Tauby, et, et il va faire appel à eux. Et alors, il va se passer un truc très, très fou, c'est que on va mettre dans chacun des box des deux chevaux malades une fougère. Une fougère, parce que j'ai appris par les Toby que les plantes dont le spectre thérapeutique est le plus large sont les plantes les plus anciennes. Alors, les fougères, ce sont des plantes très anciennes qui ont au moins 400 millions d'années. Et on va mettre dans chaque box une fougère branchée donc sur un synthétiseur à musique. En un mois, en un mois, la jeune jument était guérie et le vieux champion n'était pas complètement guéri, mais il pouvait quand même poser son pied par terre parce qu'il avait un pied qu'il ne pouvait plus poser. Et du coup, on n'a pas été obligé de l'abattre et il a pu finir ses jours dans une pension à chevaux où le cheval Ok. marchait tranquillement. On va parler de la communication avec les humains, en particulier avec les handicapés.
J'ai noté Lucille né microcéphale et la perception. J'aimerais que vous me parliez un petit peu de comment la communication profonde accompagnée des parents de Lucille ont permis cette communication et comment la perception extrasensorielle et émotionnelle des handicapés leur fait découvrir des choses extraordinaires. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est ce qu'on appelle la communication facilitée. J'ai, j'ai connu ça par celle qui a ramené la méthode d'Australie, qui s'appelle Anne-Marguerite Vexio. Donc les parents de cette petite Lucille vont apprendre par une élève d'Anne-Marguerite Vexio que on peut, alors c'est comme une télépathie, mais alors qui passe par un ordinateur. On parle de facilitateur ou facilitatrice, c'est la personne qui a la place du thérapeute, on pourrait dire, et qui entre en communication, qui se branche, comme ils disent. Alors moi, je ne sais pas le faire, mais ça s'apprend. Il y a des centaines de personnes qui ont appris ça en France, à se mettre. Elle dit, je mets mon cerveau gauche, donc celui qui est plus intellectuel, en lien avec le cerveau droit de la personne qui ne peut pas communiquer, qui est le cerveau plus intuitif, plus émotionnel, et je tape en écriture automatique sur l'écran. Et au début, on n'y croit pas, on n'y croit pas. Et puis, eh ben, ça marche, c'est-à-dire que ce qui arrive sur l'écran en écriture automatique, ça correspond, quelquefois, ça peut même être validé objectivement. Par exemple, la gamine crie, pleure, on ne sait pas ce qu'elle a, et elle tape, sa facilitatrice tape sur le clavier, mais soignez-moi ma dent en haut à droite. Et alors oui, on va voir, et puis le dentiste dit, ben oui, effectivement, elle a un abcès, mais elle n'était pas capable de le dire. Et, mais c'est souvent beaucoup plus beau et frappant que ça. Les validations, c'est intéressant parce qu'on dit, ah, ben alors, il se passe vraiment quelque chose. Il y a une télépathie par communication facilitée. Mais la plupart du temps, ce qui est frappant, c'est que les messages qui arrivent sont d'une beauté et d'une richesse spirituelle complètement stupéfiante. On va parler de physique quantique. En 2021, je reçois un courrier de mon ami Rupert Sheldrake, qui est un célèbre aujourd'hui, célèbre chercheur britannique, Royal Society. Il est, il est, il est connu dans le monde entier pour son hypothèse des champs morphogénétiques. Lui, il pense qu'il manque à nos physiciens aujourd'hui une dimension, qui est la dimension des formes, toutes les formes. Il a publié dans un journal, tout ce qu'il y a de plus scientifique, un article qui s'appelle Is the Sun Conscious? Ça veut dire, est-ce que le Soleil est conscient? Et moi, je lui accorde dans mon livre tout un grand chapitre et je lui emprunte son titre. Parce que, euh, comme un certain nombre de physiciens aujourd'hui, la thèse officielle dans le monde matérialiste où nous vivons, c'est de dire la conscience, c'est le produit de nos neurones. Parce que nos réseaux de neurones sont hyper complexes, d'une complexité non linéaire, c'est-à-dire imprévisible, donc créateur. Et bien lui, il dit, ben, je vous fiche mon billet que je peux faire la même démonstration avec le Soleil. Bravo pour cet ouvrage qui est une mosaïque d'expériences et de témoignages, et à très bientôt.